si l'Ukraine n'avait pas donné ses armes nucléaires à la Russie, est-ce qu'aujourd'hui, ces armes nucléaires pourraient-elles servir de dissuasion, ou est-ce qu'elles auraient pu servir de dissuasion en février 2022 contre l'intervention russe? Et c'est d'ailleurs un peu ce qu'a évoqué le président Zelensky à la conférence sur la sécurité de Munich le 19 février 2022, où il évoque le mémorandum de Budapest. Vous notez bien qu'il n'évoque jamais le traité d'amitié, puisque l'Ukraine y a volontairement, délibérément renoncé. Et évidemment, il regrette un petit peu ce mémorandum de Budapest parce que, soi-disant, ça lui aurait donné la capacité de dissuader l'intervention russe. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il ne s'agit pas d'une vidéo pour commenter l'actualité ou l'évolution de la situation en Ukraine ou ailleurs, mais il s'agit plutôt de revenir sur même le début ou les origines du conflit en Ukraine en réponse à des demandes qui ont été faites par un certain nombre de commentateurs ou de gens dans les commentaires que vous avez faits de vos vidéos. Donc, je voulais revenir sur, en fait, le mémorandum de Budapest. Ce mémorandum, c'est un mémorandum qui a été évoqué à plusieurs reprises par Volodymyr Zelensky et qui, en substance, met sur le papier l'accord qu'il y avait entre l'Ukraine et la Russie, une sorte d'échange entre les armes nucléaires qui étaient à la fin, au début des années 90, qui étaient déployées même sur le territoire de l'Ukraine, contre une reconnaissance, une sorte de garantie de sécurité et reconnaissance de l'intégrité territoriale de l'Ukraine par la Russie. On évoque souvent, surtout les journalistes, surtout ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances du sujet, évoquent cet accord ce mémorandum de Budapest pour rappeler que la Russie n'a pas respecté ses accords avec l'Ukraine et qu'elle a attaqué l'Ukraine malgré l'existence d'un accord existant qui devait éviter ça. Alors, il est important de revenir sur ce mémorandum et comprendre ce qu'il est réellement. Parce qu'en réalité, alors d'abord pour ceux qui s'étonnaient du fait que je ne l'ai pas beaucoup mentionné dans mes vidéos, il faut savoir que ce mémorandum de Budapest est mentionné dans pratiquement tous mes livres depuis le début du conflit. Il est mentionné dans Opération Z en détail, ainsi que dans l'Ukraine entre guerre et paix et dans le dernier ouvrage sur l'art de la guerre russe. Tous ces ouvrages citent le mémorandum de Budapest, car il est important de comprendre ce qu'il est et surtout ce qu'il n'est pas. Alors, il faut tout d'abord savoir que durant la guerre froide, la Russie, ou plutôt l'Union soviétique, avait des sites de lancement de missiles nucléaires dans plusieurs des républiques de l'Union soviétique, et notamment en Russie, au Bélarus et au Kazakhstan. Et la fin de la guerre froide, les Occidentaux, et surtout les Américains, à vrai dire, se sont inquiétés de l'autorité qu'il y avait sur ces missiles. Alors, il faut comprendre qu'en 1991, lorsque l'Union soviétique s'est dissoute et a été remplacée, si j'ose dire, ce n'est pas un remplacement réel, mais il y a eu une structure qui a conservé ou qui avait comme objectif de conserver des liens entre les ex-membres de l'Union soviétique. C'est donc la communauté des États indépendants, donc qui suggère qu'effectivement il y avait des États indépendants et non plus des républiques socialistes soviétiques, et qu'il y avait un accord qui garantissait un certain nombre de liens, notamment économiques, industriels, etc., de façon à ce que ces États ne soient pas totalement perdus dans la nature, puisqu'il faut rappeler que l'Union soviétique était organisée selon une sorte de
répartition du travail entre les différentes républiques. Et il y avait des liens industriels qui étaient entre ces républiques, et typiquement entre l'Ukraine et la Russie, il y avait par exemple la fabrication de réacteurs pour les avions soviétiques. C'est d'ailleurs un des éléments qui a été un élément clé dans la réflexion des autorités ukrainiennes en 2013 pour rejoindre ou non l'Union européenne, parce que l'industrie ukrainienne était orientée vers la Russie et non pas vers le marché européen. Mais bref. Donc, dans cet accord concernant des États indépendants, de nouveau, eh bien, il y avait naturellement la question des armes nucléaires. Et les accords prévus entre les ex-républiques socialistes soviétiques prévoyaient un démantèlement progressif de ces armes nucléaires et leur destruction, de sorte que, effectivement, on n'avait plus de problème de souveraineté. Mais ça, c'est en 1991. Les Américains ont continué à avoir des soucis sur cette question-là, notamment lorsque on s'est aperçu, enfin en tout cas les rumeurs ont couru, que les scientifiques, notamment dans les ex-républiques socialistes soviétiques, ces scientifiques étaient très mal payés et auraient pu chercher à arrondir leur fin de mois, si vous me passez l'expression, en fournissant des armes nucléaires à des mouvements terroristes ou des mouvements, des pays, si vous voulez, des pays voyous. Et il y avait eu, et d'ailleurs il y a eu beaucoup de films qui ont tourné autour de cette idée-là, de la possible dissémination d'armes nucléaires comme ça, sous le manteau, par des gens corrompus. Et pour prévenir cette situation, eh bien, les Américains ont poussé à la signature d'un accord qui, comme vous le voyez, est un accord qui lie l'Ukraine, la Fédération de Russie, la Grande-Bretagne et les États-Unis pour régler la question des... Enfin, ce n'est pas un accord qui règle. En fait, c'est un accord qui déclare l'intention de l'Ukraine et de la Russie de détruire les armes nucléaires qui se trouvaient sur le territoire ukrainien. Et naturellement, pour l'Ukraine, il s'agissait, qui considérait que ces armes nucléaires pouvaient constituer une garantie de sécurité, eh bien, il fallait pour l'Ukraine une sorte de monnaie d'échange, si vous voulez, une contrepartie au fait qu'elle restitue ses armes nucléaires. Et dans cet accord est effectivement indiqué le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, garantie par la Russie. Alors, tout ça est très clair. Cet accord peut être effectivement téléchargé sur Internet et chacun peut le voir. Mais on s'aperçoit bien que cet accord, manifestement, n'a pas tenu puisque la Russie est intervenue en 2022 en Ukraine. Alors, pour comprendre la réaction de la Russie, il faut comprendre d'abord ce qu'est ce document, ce mémorandum. Et le nom le suggère d'ailleurs, c'est un mémorandum, ça n'est pas un traité. Et c'est important de le rappeler parce que déjà en 2020, l'ambassadrice d'Allemagne en Ukraine avait effectivement souligné le mémorandum de Budapest est une déclaration politique et rien de plus. Ça n'est pas un accord international. Et ça, c'est important de le dire. Et ce n'est pas simplement sa vue à elle, c'est une vue qu'on retrouve au département d'État américain et même le Washington Post en février 2022, alors que les tensions montaient en Ukraine, le Washington Post avait effectivement souligné le fait que cet accord n'est pas un traité officiel, il n'est pas juridiquement contraignant, et il n'est assorti d'aucun mécanisme d'application. Donc, le mémorandum de Budapest n'est en fait qu'une déclaration d'intention. Mais alors, vous allez me dire, si
ça n'est qu'une déclaration d'intention et que tout le monde le savait. Il fallait quand même que les garanties et les dispositions qui se trouvent dans ce mémorandum soient figées quelque part par un traité. Alors effectivement, c'est ce qui a été fait. Et en 1996, après que les armes nucléaires stationnées sur le territoire ukrainien ont été livrées ou restituées, si vous voulez, à la Russie, eh bien, il y a un accord qui a été signé et qui est l'accord d'amitié entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Alors, cet accord entre les deux États prévoit des dispositions qui vont au-delà. Donc, les armes nucléaires ont été restituées. Donc, le cas est clair. Donc, on n'en parle pas vraiment dans cet accord. En revanche, on parle des relations qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Et il y a un certain nombre de dispositions, les plus importantes ou les plus notables, si vous voulez, pour notre propos aujourd'hui, c'est que, tout d'abord, les deux parties s'engagent à ne pas conclure de traité avec des pays tiers, l'une qui pourrait agir contre l'autre partie. Et vous y voyez ici, en filigrane, la question de l'appartenance de l'Ukraine à l'OTAN. Et puis, il y a un autre article qui est évidemment très important pour la Russie et dont on reparlera plus tard, d'ailleurs, en 2020, pour ce qui concerne les raisons de l'intervention russe en Ukraine, c'est que les deux parties s'engagent à protéger la diversité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des minorités. Et précise que les minorités doivent pouvoir jouir de leurs droits sans discrimination. Et là, on voit déjà l'amorce du problème. Et je vous rappelle que là on est encore en 1997, donc on n'est pas encore dans la problématique qui viendra après 2014 de la question ethnique qui surgira au moment ou plutôt après la révolution de l'Euromaïdan, mais vous voyez que cette dimension prendra une importance particulière à ce moment-là. Alors, très rapidement là-dessus, même les Ukrainiens reconnaissent que ce mémorandum de Budapest n'était pas contraignant et qu'en fait, les dispositions qu'on trouvait dans le mémorandum de Budapest ont été finalement pas complémentées, mais supplémentées par la signature de l'accord de paix de 1997. Qu'est-il advenu de cet accord de 1997? Parce qu'en réalité, quand on parle de la violation de territoire, parce que là aussi, dans cet accord de 1997, est évidemment traité la question de l'intégrité territoriale. Et de fait, le traité de 1997 est alors le seul traité entre l'Ukraine et la Russie qui précise l'intégrité ou la reconnaissance de l'intégrité territoriale de l'un et de l'autre. Et je répète, le seul traité. Et donc, si vous voulez, quand si on parle de l'intervention russe en Ukraine en 2022, on ne devrait pas parler de la violation du mémorandum de Budapest, mais de la violation du traité de 1997. Or, personne ne mentionne ça. Et pourquoi? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que en décembre 1996, le Parlement ukrainien 2018, excusez-moi, le Parlement ukrainien a décidé d'interrompre le traité d'amitié avec la Russie. Et ce retrait ukrainien du traité de 1997 interviendra en fait le 1er avril 2019, alors que sont en cours les élections présidentielles, et c'est entre les deux tours de l'élection présidentielle que Petro Poroshenko,
le 1er avril 2019, décide il ne décide pas, puisque c'est le Parlement qui l'avait décidé avant, mais le président Poroshenko déclare que l'Ukraine se retire du traité de 1997. Par conséquent, à partir du 1er avril 2019, j'y arriverai, à partir du 1er avril 2019, les garanties de l'intégrité territoriale qui étaient reconnues par la Russie, eh bien, n'existent plus. Autrement dit, à partir du 1er avril 2019, la Russie n'est plus tenue par son engagement de respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et c'est d'autant plus important, et c'est aussi la raison pour laquelle les Ukrainiens avaient été aussi intéressés à avoir cette clause à la fois dans le mémorandum de Budapest et dans le traité d'amitié, c'est parce que, en réalité, la déclaration d'indépendance de l'Ukraine s'est faite de manière illégale, entre guillemets, aux yeux du droit de l'Union soviétique de l'époque. Et d'ailleurs, l'Ukraine reproche en fait la même chose à la sécession de la Crimée en 2014, à savoir qu'il y a eu un référendum, comme il y a eu un référendum en août 1991 en Ukraine pour l'indépendance, et la population ukrainienne, naturellement, s'est prononcée pour l'indépendance, mais il aurait fallu y avoir également un référendum au niveau de l'Union soviétique pour entériner la décision du peuple ukrainien. Et c'est finalement le même reproche que fait l'Ukraine à la Crimée, disant que le peuple de Crimée, en 2014, a, par référendum, accepté ou déclaré sa volonté d'indépendance, mais qu'à l'inverse, il n'y a pas eu de référendum au niveau de l'Ukraine qui entérine ou valide, si vous voulez, la décision du peuple ukrainien. Dans le cas de la Crimée, le cas est un peu particulier puisque la Crimée avait déjà fait un référendum d'autonomie en janvier 1991, bien avant l'indépendance de l'Ukraine, et que le référendum de l'autonomie de la Crimée, c'est-à-dire que la Crimée se plaçait sous l'autorité de Moscou et non plus sous l'autorité de Kiev, ce référendum avait été validé par un référendum de mars 1991 au niveau de l'Union soviétique. Et donc, si vous voulez, en 2014, la population de Crimée a voulu simplement revenir au statut qu'elle avait avant l'indépendance, juste avant l'indépendance de l'Ukraine. Bah, mais on ne va pas entrer dans plus de détails sur cette question, mais ça justifie, en fait, il y a une justification très claire de la volonté d'indépendance et de la déclaration d'indépendance de la Crimée par rapport à l'Ukraine. Mais revenons à l'Ukraine et son traité d'indépendance. Pourquoi l'Ukraine a en fait échangé la reconnaissance de son intégrité territoriale contre autre chose. Et cette autre chose, eh bien, on l'a dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que dans l'article 6, il y avait l'obligation que l'Ukraine ne puisse pas conclure de traité avec des pays tiers, ce qui comprenait d'ailleurs l'OTAN. Et par conséquent, afin d'être libéré de cette interdiction, entre guillemets, le gouvernement ou même le Parlement ukrainien a décidé de renoncer à l'accord avec la Russie de façon à avoir les mains libres du côté de l'OTAN. Et voilà un peu les raisons de ce changement d'attitude. Alors, la question se pose, mais si l'Ukraine, n'avait pas donné ses armes nucléaires à la Russie, est-ce qu'aujourd'hui, ces armes nucléaires pourraient-elles servir de dissuasion, ou est-ce qu'elles auraient pu servir de dissuasion en février 2022,
contre l'intervention russe. Et c'est d'ailleurs un peu ce qu'a évoqué le président Zelensky à la conférence sur la sécurité de Munich le 19 février 2022, où il évoque le mémorandum de Budapest. D'ailleurs, il n'évoque jamais le traité, vous notez bien qu'il n'évoque jamais le traité d'amitié, puisque l'Ukraine y a volontairement, délibérément renoncé. Et évidemment, il regrette un petit peu ce mémorandum de Budapest parce que, soi-disant, ça lui aurait donné la capacité de dissuader l'intervention russe. Alors, en réalité, la réponse à cette question, naturellement, on la trouve dans de nombreux articles qui ont analysé les capacités ou la nature même des armes nucléaires qui étaient déployées en Ukraine. Et en fait, l'Ukraine, même si elle avait conservé ses armes sur son territoire, n'aurait pas été en mesure de les utiliser. Et ça n'est pas moi qui le dis, c'est la Defense Threat Reduction Agency. C'est une agence avec laquelle, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de travailler lorsque j'étais à l'OTAN. C'est une agence des États-Unis qui était responsable des questions de désarmement et notamment du programme de réduction coopérative de la menace, qui est un programme, le programme en fait de démantèlement des forces nucléaires à la fois russes, celles du Kazakhstan, celles du Bélarus, et qui avait, donc vous avez dans cette agence un nombre d'experts qui ont participé à la destruction des missiles nucléaires de ces pays. Et dans le rapport que vous avez sous les yeux, qui a été écrit par la DTRA, eh bien, on explique très clairement que en fait, il y avait les armes qui étaient effectivement déposées en Ukraine, mais tout ce qui permettait de gérer ces armes, c'est-à-dire le contrôle opérationnel, les structures de conduite, le personnel, le financement, les communications, toute la gestion de la sécurité des installations nucléaires, etc., tout ça était piloté directement depuis Moscou et l'Ukraine n'avait absolument, même durant la guerre froide, aucune capacité d'intervenir sur l'usage de ces armes. Et ça, sans doute pour une raison assez claire, c'est que les Russes savaient que, notamment l'Ukraine, c'est valable pour les autres, pour d'autres républiques aussi, mais en tout cas pour l'Ukraine, les Russes savaient qu'il y avait quand même un fond nationaliste très fort, et c'est la raison pour laquelle, afin d'éviter d'éventuels débordements, les Russes ont toujours conservé un strict contrôle sur les armes nucléaires. Donc même si il n'y avait pas eu le mémorandum de Budapest, et même si l'Ukraine n'avait pas restitué ses armes, comme elle s'y était engagée d'ailleurs dans le traité sur la communauté des États indépendants, eh bien, elle n'aurait pas été en mesure d'utiliser ces armes, elle n'avait pas les codes, elle n'avait pas les outils nécessaires, elle n'avait pas le savoir-faire nécessaire pour le faire. Et par conséquent, si vous voulez, ce qui s'est passé était la seule chose qui devait se passer pour que les choses se passent normalement. Donc, voilà l'histoire de ce mémorandum de Budapest. Donc, au final, on peut dire que les Russes n'ont en réalité enfreint aucun traité qu'ils avaient signé avec l'Ukraine, puisque l'Ukraine, elle, avait, enfin pas aucun traité, parce qu'il y en a sans doute d'autres qui seraient probablement, dont on pourrait argumenter que la Russie a enfreint, mais le plus important, qui était le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, qui était défini dans un seul traité, celui de 1997, eh bien, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui l'ont finalement dénoncé. Et qui l'ont dénoncé d'ailleurs, c'est intéressant que la dénonciation du traité de 1997 par l'Ukraine s'est faite conformément d'ailleurs, parce que pour dénoncer un traité, il y a une procédure qui est généralement admise par la Convention de Vienne sur les traités internationaux. Et là, l'Ukraine a utilisé, si vous voulez, le mécanisme de cette convention, mais n'a pas utilisé la convention sur les litiges.
Parce que dans la Convention de Vienne, avant de dénoncer un traité, il y a la possibilité d'avoir si vous voulez, une sorte d'arbitration, un arbitrage sur les litiges qui auraient pu découler de l'application du traité et que les parties au traité peuvent invoquer avant d'arriver à la dissolution. Mais en l'occurrence, l'Ukraine n'a invoqué aucune infraction de la Russie par rapport à l'application du traité, et donc les mécanismes d'arbitrage pour l'application du traité n'ont pas été utilisés. En fait, l'Ukraine, en décembre 2018, a décidé de ne pas renouveler le traité, et le traité est arrivé à expiration fin mars 2019, et le 1er avril, Petro Poroshenko a dit on se retire du traité, on ne le renouvelle pas, tout simplement, et par conséquent, c'est effectivement l'Ukraine, sans qu'il y ait de faute déclarée de la Russie, c'est l'Ukraine qui a décidé de jeter à la poubelle l'accord qui en fait, du coup, nullifie la question du mémorandum de Budapest. Voilà pour cette mise au point et qui permet comme ça de montrer une fois de plus. Et d'ailleurs, tout ça est décrit dans mes livres, donc il n'y a pas vraiment de nouveauté ici, mais c'était une mise au point que je voulais faire avec vous sur un plan plus technique. Et s'il y a d'autres questions, j'y réponds très volontiers. Merci et à une prochaine vidéo.